Alors, donc, ce que je vais vous dire, c'est que les anti-mouvements identitaristes dont je vais vous parler, et dont M. Lavani nous a parlé tout à l'heure, dans cette communication, finalement représentent une façon de la globalisation au sein de nos sociétés multiculturelles. Et donc c'est ce que j'appelle ces anti-mouvements, donc à la suite d'Alain Touraine, on en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, se déploient donc dans un contexte particulier, celui du développement de fortes crispations, voire de fractures identitaires, et d'une atmosphère anxiogène renforcée, vous le savez, depuis les attentats de 2015, bien sûr, et ce que les médias ont appelé la crise migratoire. Donc, nous vivons finalement un affaiblissement des valeurs universalistes. Alors je regarde, c'est ça, je suis bien là. Nous vivons un affaiblissement des valeurs universalistes parallèlement au développement d'un fractionnement identitaire et de ses revendications. Et en effet, nous vivons un accroissement du processus de séparatisme social, culturel, voire ethno-racial. Donc, cette division sert les intérêts, on l'a vu tout à l'heure, des extrémistes identitaristes et racistes. Je les définirai aussi en 2 points. Les militants d'extrême droite de Français de souche, de génération identitaire notamment, et bien sûr les activistes racialistes du Parti des indigènes de la République et de leurs alliés décoloniaux. Allez, c'est ça. Donc, pardon, excusez-moi. Donc ces activistes voient le monde en noir et blanc et l'avenir de l'humanité comme un choc des civilisations et une guerre des races. Ces mixophobes ethno-différentialistes partagent finalement la fameuse théorie du grand remplacement en Occident, c'est-à-dire que les identitaristes nationalistes et écofascistes sont anti-cosmopolites et prônent la remigration, tandis que les décoloniaux revendiquent une hétérophobie communautaire. Les sciences sociales décrivent pourtant les processus sociaux et psychosociaux qui conduisent à la déshumanisation productrice de toutes les violences. Ces processus produisent des formes de stigmatisation, de contre-stigmatisation sur des bases identitaires qui aboutissent, on le sait, à des violences meurtrières. C'est-à-dire affirmer un nous considéré comme pur ou légitime, opposé à un eux jugé impur ou illégitime, qui peut produire la production d'une violence totale. Le point commun des acteurs de ces processus de déshumanisation, insister sur ce qui divise, la religion, le sexe, la race, plutôt que sur ce qui rassemble, c'est-à-dire une commune humanité au-delà du genre, du sexe, de la classe, de la culture, de la couleur de peau, etc. Et donc ces promoteurs de division et de séparation sont, pour ce qu'on peut appeler des croisés de la morale, selon l'expression de Howard Baker, des producteurs d'identité, fermés cherchant à contrôler les corps et les esprits pour faire des individus des représentants communautaires chargés de défendre, notamment par la violence, leur communauté d'appartenance ou de référence. Et dans ce contexte mixophobe ethno-différentialiste, au sein de la nébuleuse identitariste, dans cette communication, c'est bien donc ce que je vais m'intéresser surtout aux minorités actives, affirmant des mémoires indigènes et décoloniales qui, par réaction, conviction ou stratégie, participent à la fermeture des frontières ethniques. Ce que je souhaite montrer, c'est qu'à partir d'une posture légitime, en finir avec l'immigration comme stigmate, les identitaristes décoloniaux développent une vision raciale, raciste et anti-humaniste. Alors tout d'abord, des questions. Qui sont les décoloniaux? Ils forment une élite ethno-raciale, c'est-à-dire que ces acteurs s'autoproclament être les représentants des populations immigrées ou d'origine étrangère et des descendants de l'immigration postcoloniale. Ils se définissent comme des activistes racisés, c'est-à-dire des personnes originaires de pays anciennement colonisés qui dénoncent le privilège blanc, les discriminations et le racisme structurel d'État dont ils seraient les premières victimes. Que revendiquent-ils? Ils en appellent à l'auto-organisation des racisés, à la non-mixité raciale dans certaines luttes pour combattre l'ordre social et racial blanc. Et donc ils s'opposent à l'antiracisme universaliste qui représenterait l'expression d'une posture morale et hypocrite, c'est-à-dire que l'antiracisme universaliste est associé à un antiracisme occidentalo-centré. Et dans cette optique, les décoloniaux désignent l'État comme étant le premier producteur de rapports de domination et de racisme systémique ou institutionnel. Estimant être victime du racisme structurel d'État,
humiliés et agressés par l'impérialisme et le colonialisme de l'Occident et du pouvoir blanc, dans une dynamique d'autodéfense, les décoloniaux assument une fonction de confrontation et de rupture avec les institutions républicaines qu'ils jugent co-responsables de ce racisme structurel d'État. Et donc, face à cette mécanique raciste de l'État, seul un nous, celui des indigènes ex-colonisés opposé à un eux, celui des blancs ex-colonisateurs esclavagistes, peut s'opposer à des pratiques discriminatoires routinières inscrites dans les têtes et dans les corps. Que produisent-ils? Pour combattre la discrimination ethno-raciale des ex-colonisés, les décoloniaux s'inscrivent dans une logique d'auto-apartheid. On le sait bien, c'est les stages de non-mixité dans les différents types de lutte. Et donc, à partir d'une posture victimaire, d'une vision opposant les Noirs, les Arabes, les musulmans et plus largement les peuples du Sud, aux Blancs, les identitaristes décoloniaux participent à la coproduction de la racisation des rapports sociaux. Pour les décoloniaux, en effet, toutes les dominations et oppressions sont interprétées en termes de race. Par exemple, le philosophe et essayiste Geoffroy de Laganerie, dans un bouquin avec Assa Traoré, qui se positionne comme un intellectuel organique des combats indigénistes, affirme qu'il y a le système scolaire pour les Blancs et le système pénal pour les Noirs. Et pour celui-ci, je le cite, « Il existe même en France un système racial de persécution et d'élimination des Noirs et des Arabes, mis en œuvre par la police dont la fonction est de produire une sorte de sélection raciale de la population qui sera exposée à l'appareil répressif d'État. » Ce qui veut dire que la police serait donc ontologiquement raciste et les violences policières ne sont donc pas pensées comme des violences sociales, mais comme des violences raciales. Les indigénistes rompent aussi avec le modèle laïque républicain, accusé de produire du racisme et de l'islamophobie, comme illustrent à leurs yeux les lois sur les signes religieux visant à réprimer le port du voile islamique. Donc, évidemment, c'est la loi de 2004. Et puis, bien sûr, aussi la loi interdisant dans l'espace public le port du voile intégral, communément appelé la burqa. Alors, si je vous dis tout ça, c'est relié à des observations. Des observations directes des marches de la dignité et de la lutte contre le racisme, organisées à Paris par les organisations décoloniales, comme le Parti des indigènes de la République, la Brigade anti-négrophobie, la BAN, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, etc. Et bien sûr, des observations, mais aussi des entretiens avec les leaders des organisations, donc de ces principaux mouvements. Et donc, dans son livre, Les Blancs, les Juifs et nous, que j'imagine que vous avez lu, en tout cas moi c'est mon cas, la leader du Parti des indigènes de la République, Houria Boutelja, affirme un anti-humanisme. Et elle relate un souvenir d'enfance qui souligne que l'anti-humanisme est une socialisation familiale politico-religieuse affirmant une différence entre les croyants et combattants musulmans reconnus par Dieu et les mécréants associés aux impies colonialistes. Et en effet, pour Houria Boutelja, le plébiscite d'une posture humaine transcommunautaire affaiblit l'identité de la communauté de référence et d'appartenance. Elle doit être réprimée pour maintenir une distinction entre le « eux » et le « nous », même si cette distinction risque d'aboutir à une forme de déshumanisation. Alors, il y a la citation, je ne vais pas la faire parce que ça sera trop long. Ensuite, il y a une haine de la France. Les décoloniaux entretiennent un climat de ressentiment et de haine à l'encontre de la France et de la majorité de ses citoyens, essentialisés comme les bénéficiaires de ce fameux privilège blanc. Les privilégiés blancs sont responsabilisés et considérés comme les complices du maintien du processus de colonisation. En effet, pour les décoloniaux, tous les blancs sont intrinsèquement et inconsciemment racistes, puisqu'ils ont intériorisé les rapports sociaux de race construits durant l'histoire coloniale, faisant des corps non blancs des corps illégitimes pour l'ordre racial blanc. Le nous indigéniste s'incarne ainsi dans une autodéfinition racialiste et victimaire, producteur d'une xénophobie anti-française. Je vous rappelle que le leader, par exemple, du Front uni des immigrations et des quartiers populaires a écrit un livre intitulé « Nique la France », où il est affirmé un nous victimaire empreint des ressentiments à l'encontre de tous ceux qui ne sont pas blancs, enfin qui ne sont pas non blancs, pardon, les Noirs, les Arabes, les musulmans. Donc, il ne faut pas oublier non plus la fascination pour la violence. Nourrissant un esprit de revanche, les identitaristes tentent de construire une néo-communauté déracisée, constituée par la désignation de l'autre, le blanc privilégié, qu'il s'agit de dénoncer et de culpabiliser.
Et donc les indigénistes prennent alors le risque de déshumaniser ce blanc privilégié et de laisser cours au retour du refoulé et à la production de violences racistes légitimées, on l'a vu, par l'autodéfense. Ouria Boutelja assure donc d'être un promoteur de violence. Là, je vais quand même la citer. « Je préfère cracher le morceau, je suis une criminelle, mais d'une sophistication extrême, je n'ai pas de sang sur les mains. Ce serait trop vulgaire, aucune justice au monde ne me traînera devant les tribunaux. Mon crime, je le sous-traite. Entre mon crime et moi, il y a la bombe, je suis détentrice du feu nucléaire. Ma bombe menace le monde et des métèques et protège mes intérêts. » Et donc, pour le pire, le lascar de cité, stigmatisé, barbarisé, violenté par la société majoritaire et la police, est désigné comme un sujet révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de canaliser le lascar de cité pour que son virilisme bafoué, sa quête de reconnaissance et d'estime de soi, soit mobilisé par l'élite décoloniale pour renverser l'ordre établi blanc et mettre en place un autre ordre basé sur une revanche contre l'hégémonie blanche et l'idéologie de l'intégration. Et donc il s'agit de mobiliser la masculinité dominée et régressive pour la transformer en masculinité révolutionnaire, en capacité de remettre en cause l'Occident de façon radicale. Un autre élément qui me semble important de souligner, c'est bien sûr une division de classe, puisque les décoloniaux, qui dénoncent l'hégémonie nationale républicaine et les privilèges des bourgeois blancs, oublient néanmoins de souligner que leur combat sert une autre stratégie. Une stratégie bourgeoise, puisque la volonté d'une partie de la petite bourgeoisie ethnique, s'auto-proclamant représenter les non-blancs, de produire une vision raciale plutôt que sociale des rapports sociaux de domination, pour obtenir des places de pouvoir dans les champs médiatiques, politiques et économiques. Effectivement, le combat de l'antiracisme politique, je le pense, est le combat d'une classe bourgeoise frustrée, issue de l'histoire coloniale. Comme le souligne l'historien Gérard Noiriel, que d'ailleurs je pourrais critiquer, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui sur son dernier bouquin, Le venin dans la plume. Je ferai un petit article que j'ai écrit hier, que je publierai dans la presse bientôt. Lorsque le schéma marxiste de la lutte des classes s'affaiblit, les schémas identitaires sont relancés. Cela s'est toujours vérifié dans l'histoire. Quand le social recule, l'identitaire augmente. Là, je suis d'accord avec lui. En échange de places de pouvoir pour les représentants de cette bourgeoisie ethnique autoproclamée, les identitaristes proposent la paix ou la guerre. Il s'agit d'en finir avec la suprématie blanche, c'est-à-dire en finir avec l'État-nation républicain catho, laïque et blanc, et de ses soutiens juifs, considérés comme les dhimmis, c'est-à-dire, vous le savez, les minorités tolérées mais dominées en terre d'islam, donc ça serait les dhimmis de la République. Les identitaristes proposent un pacte social réactionnaire, assurer la reconnaissance d'une petite bourgeoisie ethno-culturelle en divisant les pauvres essentialisés sur des bases raciales. Faisant une analogie entre la situation française et états-unienne, les identitaristes décoloniaux ne plébiscitent pas une France arc-en-ciel universelle, mais à l'instar des États-Unis, une France des communautés et des minorités ethnico-religieuses séparées et dépolitisées par des représentants communautaires incarnant des bourgeoisies ethniques, blanches, non blanches, se partageant des places de pouvoir dans les champs politiques, économiques et médiatiques. Donc l'anti-racisme dit politique s'inscrit dans une forme de dépolitisation, voyant dans la lutte des classes une forme de racisme en camp le blanc, je reprends leurs termes. Dans cette optique, les décoloniaux refusent la convergence des luttes, des différentes cibles des logiques libérales sécuritaires, préférant défendre des alliances, comme ils disent, circonstancielles et stratégiques d'intérêt particulier fondées sur la dénonciation d'oppressions spécifiques, la négrophobie, l'islamophobie, la judéophobie, l'homophobie, la transphobie, etc. Et donc, critiquant le mouvement social organisé sur une base classiste, les décoloniaux affirment alors un anti-mouvement racial. Et là, j'amène quelques éléments ou une proposition analytique. En définitive, derrière la radicalité des propos des antiracistes politiques se dessine un projet de société anti-universaliste et racialiste, en rupture avec les valeurs humanistes des mouvements sociaux décrits par Alain Touraine, comme des mouvements éthico-démocratiques, producteurs de processus de subjectivation, c'est-à-dire processus d'affirmation de soi comme sujet libre et créateur. Les indigènes sont des anti-sujets. Ça veut dire que, alors que le sujet est associé à la face de lumière et des droits humains, celle de l'anti-sujet renvoie à la destruction, à la violence et à la négation délibérée d'autrui ni en tant que sujet. L'anti-sujet est la façon destructrice et autodestructrice du sujet, selon Alain Touraine. L'anti-sujet est plus loin de l'idée que tout être humain a le droit d'être aussi un sujet.
Il va de pair donc avec la déshumanisation de l'autre, avec sa naturalisation et son animalisation. Donc les logiques d'action des identitaristes décoloniaux, c'est-à-dire appel à l'homogénéité ethnique, au repli communautaire, à la haine de soi et de l'autre, au désir de destruction, à la pulsion de mort, montrent que ces acteurs incarnent des anti-mouvements. En insistant sur les antagonismes de groupes ethno-racisés plutôt que sur les capacités d'action collective de sujets porteurs de droits humains universels, les identitaristes s'inscrivent dans un mouvement de désubjectivation, risquant d'aboutir à des formes de violence destructrice. Touraine rappelle en effet que les anti-mouvements sociaux n'ont pas d'autre objectif que la destruction de l'adversaire par la violence. En définitive, pour les décoloniaux, la guerre coloniale n'est pas terminée. Ainsi, pour lutter contre les processus de discrimination raciste, les indigénistes et militants décoloniaux sont dans une impasse, puisqu'ils légitiment l'existence d'un séparatisme ethno-culturel, c'est-à-dire par l'auto-apartheid, producteur d'une relation de guerre identitaire potentiellement permanente. Et cette forme d'auto-apartheid sert alors les arguments de l'extrême droite nationaliste et ethno-différentialiste, qui affirment que l'accueil des migrants venus des ex-colonies ne peut aboutir qu'à des formes de séparatisme et de violence ethno-raciale, ce qui amène le polémiste Éric Zemmour à appeler une réaction de l'homme blanc hétérosexuel et catholique devant faire face au grand remplacement de la population européenne par une autre venue du continent africain. Je le cite, je n'ai pas été à cette conférence de la droite, vous l'imaginez bien, mais je l'ai lu dans le Monde. Tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation, sinon ils devront se battre pour leur libération. Et donc, je crois qu'il faut faire face au racialisme. Et actuellement, la réactivation des représentations racistes est donc le fait d'une multiplicité d'acteurs, dont certains se présentent comme antiracistes, on l'a vu. Et pour autant, il ne s'agit pas de minimiser l'expérience du racisme et des discriminations visant les personnes appartenant à des minorités stigmatisées, perçues comme étrangères ou potentiellement dangereuses, à la star, c'est vrai, des musulmans essentialisés. Il est essentiel de combattre sans relâche par le haut, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel et politique, et par le bas, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, à l'école, au travail, dans l'espace public, les processus de discrimination raciste, qu'ils soient directs, indirects ou systémiques. En revanche, la persistance de phénomènes discriminatoires à l'encontre des personnes et des groupes originaires des pays du Sud ne justifie pas l'abandon de convictions humanistes, universalistes et la requalification de la pensée racialiste, voire la justification intellectuelle de logiques racistes, revanchardes et victimaires, utilisant ce qu'on appelle les post-colonial studies pour obtenir une légitimation universitaire. Et dans cette perspective, des intellectuels et chercheurs en sciences sociales utilisent les fonds publics, notamment celle de l'ANR, pour promouvoir une vision racialiste des rapports sociaux. Le programme, par exemple, qui s'appelle Global Race, donc financé par l'ANR, l'INED et Sciences Po, et dirigé par le sociodémographe Patrick Simon, permet en fait d'apporter une caution scientifique à une entreprise idéologique, visant d'une part à rompre avec les stratégies dites colorblind, c'est-à-dire considérant que la race et l'ethnicité ne doivent pas être prises en compte pour atteindre un objectif d'égalité dans les politiques antidiscriminatoires, et d'autre part à imposer une approche anglo-saxonne, dite race conscious, affirmant que l'éradication du racisme et de la discrimination nécessite un suivi des groupes racialisés, ce qui induit, vous le voyez bien, la reconnaissance et l'institutionnalisation des statistiques ethniques dans la statistique publique, ce qui entraîne une catégorisation ethnique et raciale des individus par hétéro ou autodéfinition. Et dans cette optique, le programme Global Race organise prochainement à Paris, le 15 octobre, dans la salle de conférence du CERI, un séminaire qui reprend le titre de mon ouvrage, que vous avez évité de citer, La gauche et la race, mais bien évidemment sans son sous-titre, qui est Réflexion sur les marches de la dignité et les anti-mouvements décoloniaux. Et donc ce séminaire annonce l'interrogation des relations ambiguës et indifférentes de la gauche issue du mouvement ouvrier avec le concept de race, mais les intellectuels et chercheurs et militants antiracistes invités sont tous connus pour leur position pro-indigéniste et décoloniale, comme Saïd Bouamama, Christine Delphi, Daniel Obono ou Françoise Vergès. Et donc, au-delà des identitarismes décoloniaux, ce sont donc tous les multiracistes reconnaissant l'utilité de la race
pour distinguer et séparer les êtres humains qu'il faut étudier et combattre, me semble-t-il. Pour faire face au retour d'une pensée racialiste productrice de racisme, il est en effet nécessaire de ne pas invisibiliser l'existence d'un multiracisme, c'est mon prochain programme de travail, coproduit d'un côté par des racistes classiques croyant en la supériorité raciale, biologique et culturelle des Blancs et de la civilisation occidentale, et de l'autre par des racistes décoloniaux occidentalophobes, développant l'idée de la nécessité d'organiser mentalement, socialement, culturellement et politiquement la revanche des non-blancs basée sur l'alliance des mémoires des vaincus de l'histoire coloniale. J'en ai bientôt terminé. En définitive, selon les contextes sociaux, politiques et historiques, nous sommes tous, je crois, des racisés potentiels. Par conséquent, pour construire une société post-raciale tant redoutée par les racialistes, c'est le processus de racisation qui catégorise négativement et stigmatise les individus et les groupes de personnes qu'il faut analyser et combattre pour enrayer la production des fractures identitaires génératrices de violences racistes. Alors je ne sais pas, j'ai 30 secondes ? Oui, 30 secondes. Bon. Et donc je voulais vous parler de l'ambivalence, bien sûr, de la gauche. Et donc face à ces mobilisations indigénistes, une partie de la gauche est ambivalente, vous le savez, alors qu'historiquement la gauche croit au progrès, a confiance en l'être humain et place le principe d'égalité au centre de ses projets et de ses luttes. Une partie de la gauche s'associe aux néo-réactionnaires racialistes, indigénistes et anti-humanistes. Des mouvements et des organisations progressistes de gauche défilent derrière les organisations dites post-coloniales, alors que celles-ci crient des slogans au relent raciste, antisémite et séparatiste. Des syndicats, associations, mouvements et partis de gauche historiquement engagés dans des combats émancipateurs humanistes et anticléricaux soutiennent des promoteurs de morale islamiste défendant au nom de la lutte contre l'islamophobie le port du voile islamique ou du voile intégral, alors que ces vêtements sont imposés aux femmes dans plusieurs pays musulmans où règnent les dictatures théologiques. Bon, je voulais vous parler, bien sûr, mais vous l'avez déjà fait, de la FCPE, mais on pourrait aussi parler, par exemple, de l'association Alliance Citoyenne, qui développe des choses tout à fait intéressantes, d'ailleurs, autour du community organizing, c'est-à-dire l'inversement des rapports de pouvoir à partir du bas, c'est-à-dire, mais qui, bien sûr, a mobilisé des femmes voilées pour porter le burkini dans les piscines municipales, etc. Et donc, les indigénistes, bien que très critiques à l'encontre de la gauche, qu'ils qualifient de gauche blanche, accusés de paternalisme et de maintenir un pensée colonial, ont une grande influence sur cette gauche, alors que ces nouveaux militants de l'antiracisme politique et décolonial affirment la remise en cause des valeurs émancipatrices, solidaristes et humanistes. Et c'est désormais une gauche culturelle, une gauche bien pensante, moraliste, culpabilisatrice, bourgeoise, qui a supplanté une gauche populaire et sociale. À gauche, ce n'est donc plus l'égalité liée aux droits sociaux qui est au centre des débats et des combats collectifs, mais la reconnaissance de la différence et des particularismes associés aux droits culturels et aux revendications communautaristes. S'il vous plaît, concluez. Je conclue. Donc, comme vous le voyez, j'en appelle à un front populaire antifasciste. Et donc, face aux promoteurs du relativisme culturel, qui excusent toutes les croyances superstitieuses, conspirationnistes et rétrogrades au nom du différentialisme et de la liberté d'opinion, ceux-là même qui, après les attentats du 7 janvier, ont insinué l'idée que l'équipe de Charlie l'avait un peu cherché, parce qu'elle avait usé de façon discriminatoire et raciste de la liberté d'expression pour stigmatiser les musulmans. Il est temps que la gauche réaffirme des idéaux rationalistes et universalistes qui sont au cœur d'une pensée émancipatrice. Je m'arrêterai là. Merci pour votre écoute.